moine à Boudia, désormais connu sous le nom d'André de la Villette, découvrait la neige pour la première fois. Debout dans le jardin de la maison bruxelloise, il tendait les mains pour attraper les flocons, sous le regard attendri d'Élisabeth. « C'est de l'eau gelée !» lui expliqua Marie, devenue en peu de temps sa complice de tous les instants. « Mais regarde comme c'est joli !» André était émerveillé. En quelques mois, sa vie a été totalement bouleversée. Il parlait maintenant couramment le français, fréquentait une école secondaire et s'initiait aux sciences européennes. Mais chaque soir, il sortait de sous son lit la petite bourse de graines confiée par Moucon Collet, promesse d'un avenir où les savoirs de deux mondes se rencontreraient. Le bâtiment néogothique de cette école secondaire, dont les tours élancées perçaient la grisaille belge, se dressait comme une cathédrale du savoir. Dans le hall d'entrée, les portraits des anciens directeurs observaient d'un œil sévère cette nouvelle génération d'élèves. Monsieur Van der Meer, le directeur, accueillit André avec cette politesse glaciale réservée aux protégés des familles influentes. « Nous espérons, jeune homme, que vous saurez honorer la réputation de notre établissement », déclara-t-il en ajustant ses lunettes cerclées d'or. Dans la classe de rhétorique, André découvrit un monde régi par des codes invisibles mais impitoyables. Les pupitres étaient disposés selon une hiérarchie tacite. Au premier rang, les fils de ministres et industriels. Au second, la petite noblesse de province. Et ainsi de suite. André fut placé au troisième rang, ce qui ne manqua pas de susciter des murmures. « Tiens, voici notre petit sauvage civilisé », chuchota Édouard de Mérode, fils du comte, en lissant sa moustache naissante avec une affectation ridicule à 13 ans. Charles Vandenberg, héritier d'une dynastie de banquiers, renchérit avec un sourire mauvais. « Mon père dit que de la Villette collectionne les curiosités. Après les masques africains, voici qu'il adopte un négrillon. » Sentant le sang battre à ses tempes, André serra les poings, mais la voix de Paul résonnait dans sa mémoire. « La colère est une arme à double tranchant, mon fils. Sache quand la brandir et quand la ranger. » L'arrivée du professeur de latin, M. Dubois, interrompit les sarcasmes. Cet homme sec comme un parchemin distribuait sa science avec une rigueur militaire. Son regard s'attarda sur André avec une curiosité non dissimulée. « De la Villette, traduisez-moi ce passage de César, » ordonna-t-il en désignant un texte au tableau. André se leva, la gorge serrée. Les mois de cours particuliers avec Élisabeth portèrent leurs fruits. Sa traduction fut non seulement correcte, mais élégante, ponctuée de références à Cicéron qui firent froncer les sourcils du professeur. « Remarquable, admit Dubois. Qui vous a enseigné le latin ? » « Ma mère, Madame de la Villette, » répondit André avec fierté. Un silence pesant s'abattit sur la classe. Les élèves échangeaient des regards attendus. Comment cette femme du monde pouvait-elle maîtriser les langues mortes au point d'égaler les meilleurs précepteurs ? Les semaines suivantes révélèrent l'étendue du gouffre culturel qui séparait André de ses camarades. Lors des cours de géographie de M. Lejeune, les discussions dérivaient invariablement vers les possessions coloniales. « L'Afrique, mes jeunes amis, est le nouveau jardin de l'Europe », pontifiait l'enseignant en désignant une carte murale. Nos compatriotes y apportent la civilisation et le progrès.